Papa a dit, tu es la honte de notre famille. 200 invités m'ont fixé. Je m'être suis levé, parfait. Alors efface-moi aussi de ton héritage. Son verre s'est écrasé. Plus personne ne respirait. Mon nom est Amélie Dubois et j'ai 32 ans. Samedi dernier, mon père a dit que j'étais la honte de notre famille. Il n'a pas chuchoté ces mots lors d'une dispute privée dans le secret de notre maison. Non. Il les a prononcés d'une voix claire et forte, devant 200 des personnes les plus influentes de Lyon. J'ai vu le flash de triomphe dans les yeux de mon frère Julien. J'ai senti le poids du silence de ma mère, qui a détourné le regard. Mon père a levé son verre, non pas pour célébrer sa carrière, mais comme pour porter un toast à ma chute publique, à mon exécution sociale. Mais il ne savait pas une chose. Il ne savait pas que la femme brisée qu'il pensait anéantir était morte depuis longtemps, et que ma réponse allait fissurer son monde et faire voler en éclats l'image parfaite de la famille Dubois. Je me tenais au milieu de la somptueuse salle de bal du château de la Couronne, un lieu historique où les mariages et les événements coûtent plus cher que le chiffre d'affaires annuel de ma petite entreprise. C'était la fête de départ à la retraite de mon père, Gérard Dubois. 40 ans à la tête de Dubois et Fils Bâtiment, l'empire que mon grand-père, un simple maçon, avait fondé à la sueur de son front. Les lustres en cristal, lourds de pampilles, scintillaient au-dessus de nous, projetant des milliers de reflets d'encens sur les murs lambrissés. La musique feutrée d'un quatuor à cordes flottait dans l'air, une mélodie élégante pour un monde qui n'était pas le mien. Les femmes portaient des robes de créateurs qui murmuraient la richesse, les hommes des costumes sur mesure impeccables. Et moi, dans ma simple robe noire, choisie spécifiquement pour ne pas attirer l'attention, je me sentais comme une tache d'encre sur une page blanche immaculée. J'étais un corps étranger, une anomalie dans ce tableau de perfection et de pouvoir. Mon père venait de terminer son discours. Il avait remercié avec une aisance parfaite ses partenaires, ses collègues, les politiciens présents. Il avait rendu un hommage appuyé à sa femme, ma mère Catherine, pour son soutien infaillible, son rôle de parfaite maîtresse de maison qui avait tant contribué à l'image de la famille. Puis, ses yeux m'ont trouvé, de l'autre côté de la salle, près d'une table où l'on m'avait placé avec des cousins éloignés. Le silence s'est fait. Un silence lourd, pesant, presque palpable. Tout le monde a suivi son regard. 200 pères d'yeux se sont tournés vers moi. La musique s'est arrêtée en plein milieu d'une note. Le temps semblait s'être figé. Alors que je tenais ma coupe de champagne, mes doigts crispés sur le pied en cristal, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible après ce que j'étais sur le point de faire. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, un tambour assourdissant annonçant la guerre. Avant que je vous raconte en détail la bataille qui a suivi, cette confrontation qui a changé le cours de ma vie, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est incroyable de penser que mon histoire, si intime et douloureuse, peut voyager si loin et peut-être toucher quelqu'un qui en a besoin. Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous vous êtes déjà senti comme le mouton noir de la famille, celui qui ne rentre pas dans le moule. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires de vie qui vous feront réfléchir sur la loyauté, le courage et le prix de la liberté. Pour comprendre la déflagration de cette soirée, il faut comprendre les fondations fissurées de ma famille. La dynastie Dubois. Mon père, Gérard, a transformé la petite entreprise de mon grand-père en un empire du bâtiment, façonnant une partie du paysage de Lyon. À 65 ans, il était un homme respecté, craint, puissant, habitué à ce que le monde se plie à sa volonté. Ma mère, Catherine, 62 ans, était la femme parfaite pour un homme comme lui. Élégante, discrète, elle gérait notre foyer et les œuvres de charité comme une entreprise, maintenant l'image impeccable de notre nom de famille. Et puis, il y avait mon frère aîné, Julien. 35 ans, avocat d'affaires, diplômé d'une grande école. Il était tout ce que nos parents avaient toujours désiré. Intelligent, ambitieux, impitoyable. Il était l'héritier désigné, celui qui reprendrait les rênes de Dubois et Fils. Il avait épousé la femme parfaite, vivait dans la maison parfaite, et jouait le rôle du fils parfait sans aucune fausse note. Et enfin, il y avait moi. Amélie. La rêveuse. L'artiste. Depuis que je suis enfant, mon monde n'est pas fait de briques et de béton, mais de senteurs et d'émotions.
Pendant que Julien jouait à construire des gratte-ciel avec ses Legos, je passais des heures dans le jardin de ma mère, écrasant des pétales de rose et des feuilles de lavande pour en extraire l'essence. Je ne voulais pas construire des maisons, je voulais capturer des souvenirs dans un flacon. Mon rêve était de devenir parfumeur. Un artisan parfumeur. Pour mon père, ce n'était pas un métier. C'était une fantaisie, un caprice de jeune fille qui, selon lui, finirait par passer. Mais ce n'est jamais passé. Cette passion était devenue ma vie, mon entreprise, l'âme du parfum. Mais pour ma famille, ce n'était qu'un hobby embarrassant, une bizarrerie qu'on tolérait en silence. Et ce soir-là, mon père avait décidé qu'il était temps de mettre fin à ce hobby, publiquement et brutalement. Comment une simple passion a-t-elle pu provoquer une telle haine? La guerre entre mon père et moi n'a pas commencé ce soir-là, sous les lustres du château de la Couronne. C'était une guerre froide, une guerre d'usure, qui durait depuis plus de 10 ans. Une guerre faite de silence lourd pendant les repas de famille, de soupirs exaspérés quand je parlais de mon travail, et de regards déçus qui en disaient plus long que n'importe quel cri. Chaque choix que je faisais était une bataille, un acte de rébellion silencieuse. Quand j'ai annoncé, à 18 ans, que je voulais étudier la chimie à l'université, avec une spécialisation en parfumerie à Grasse, mon père a éclaté d'un rire sec et méprisant. La chimie, c'est pour les laboratoires, pas pour mélanger des jus de fleurs dans une cave. C'est ridicule. Tu feras une école de commerce, comme ton frère. Point final. Nous avons trouvé un compromis boiteux, ou plutôt, j'ai cédé en apparence pour gagner ma liberté en secret. J'ai fait une école de commerce à Lyon, mais j'ai passé tout mon temps libre et mes étés à suivre des formations intensives à Grasse, la capitale mondiale du parfum. J'ai appris auprès des meilleurs, des nés, dont le talent était légendaire, des hommes et des femmes qui parlaient le langage des odeurs. J'ai utilisé tout l'argent que j'avais, celui de mes petits boulots et de mes bourses, pour acheter des matières premières, des huiles essentielles rares, des absolues précieuses qui coûtaient plus cher que l'or. Mon petit appartement d'étudiante sentait le jasmin de Grasse, le bois de santal de Mysore et l'ambre gris. C'était mon sanctuaire, mon laboratoire secret. Après mon diplôme, mon père m'attendait au tournant. Un bureau m'était réservé chez Dubois et Fils, au service marketing. Tu pourras utiliser ta créativité pour vendre nos appartements, m'avait-il dit avec un air de grande magnanimité, comme s'il me faisait une faveur immense. J'ai refusé. Poliment, mais fermement. Ce jour-là, j'ai vu pour la première fois le mépris pur dans ses yeux. Pas de la déception, non. Du mépris. Pour lui, refuser sa générosité, refuser le nom du bois, c'était une trahison impardonnable. Avec mes maigres économies, j'ai loué un petit local dans le quartier des artisans de la Croix-Rousse et j'ai créé l'âme du parfum. C'était minuscule. Une simple table de travail, des étagères en bois remplies de flacons bruns, et un rêve immense. Je travaillais jour et nuit, souvent jusqu'à l'épuisement. Je créais des parfums sur mesure pour des clients qui cherchaient quelque chose d'unique, une signature olfactive qui racontait leur histoire. Mon entreprise ne faisait pas des millions, loin de là, mais elle payait mes factures. Et surtout, elle me rendait heureuse. Elle donnait un sens à ma vie. Pour ma famille, c'était une source de honte constante. Lors des dîners de famille dominicaux, Julien parlait de ses fusions-acquisitions à plusieurs millions d'euros. Moi, quand on me demandait ce que je faisais, je répondais je suis parfumeur. Un silence gêné suivait toujours. Ma mère changeait de sujet, parlant de la météo. Mon père me lançait un regard noir, comme si j'avais dit une grossièreté. Le point de rupture a eu lieu 3 mois avant la fête. J'étais sur le point de signer le plus gros contrat de ma vie, celui qui pouvait tout changer. Monsieur Bernard, le propriétaire d'une nouvelle chaîne d'hôtels de luxe à Lyon, était tombé amoureux de mes créations. Il voulait que je développe une ligne complète de produits parfumés exclusifs pour ses hôtels. C'était une opportunité incroyable. J'avais travaillé des semaines sur les propositions, créant des senteurs uniques qui capturaient l'esprit de ces hôtels. Il était conquis. Le contrat était sur son bureau, prêt à être signé. Et puis, Julien est intervenu. Il a appris l'existence de ce contrat, probablement par une indiscrétion lors d'un dîner. Il a organisé un déjeuner avec Monsieur Bernard. Il ne lui a pas parlé de parfum. Il lui a parlé de béton. Il lui a dit que le vrai luxe,
ce n'était pas une bougie parfumée, mais un hall d'entrée rénové par la meilleure entreprise de la ville. Il a dénigré mon travail, me décrivant comme une amateur qui joue à la marchande. Il a dit à Bernard que mon entreprise était trop petite, pas assez fiable pour un projet de cette envergure. Il a offert à Monsieur Bernard un rabais considérable sur la rénovation complète de ses halls d'hôtel, un contrat bien plus juteux pour Dubois et Fils. Monsieur Bernard m'a appelé le lendemain. Il était terriblement gêné. Votre travail est exceptionnel, mademoiselle Dubois, vraiment, mais l'offre de votre frère est plus stratégique pour nous en ce moment. J'ai compris. J'avais perdu. J'ai vu le sourire suffisant de Julien ce soir-là au dîner de famille, et j'ai compris qu'il n'avait pas seulement volé mon client. Il avait volé mon avenir. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce n'était que le début de sa trahison. Il n'allait pas s'arrêter là. Qu'est-ce qu'un homme est prêt à faire pour rester le fils préféré? Retour à la fête. La salle de bal du château. Mon père est sur l'estrade, le micro à la main. Il rayonne. C'est son couronnement, l'apogée de sa carrière. Il vient de faire l'éloge de mon frère, Julien. Mon fils, ma fierté. Il est né pour diriger. L'avenir de Dubois et Fils est entre de bonnes mains, ses mains. Les invités applaudissent poliment. Julien, assis à la table d'honneur, incline la tête avec une fausse modestie qui me donne la nausée. Leurs regards se croisent, un échange silencieux de fierté et de triomphe. Puis, le silence. Mon père me cherche du regard. Il me trouve. Son sourire s'efface, remplacé par une expression dure, glaciale. L'atmosphère change instantanément. Les conversations s'éteignent. Les gens sentent que quelque chose se prépare. Un drame. Et les gens de ce milieu adorent les drames, tant qu'ils ne sont pas les leurs. Et puis, commence-t-il, sa voix résonnant dans le silence soudain. Il y a ma fille, Amélie. Il marque une pause, laissant le suspense s'installer. Je sens tous les regards converger vers moi. Je suis prise au piège, comme un animal dans les phares d'une voiture. Mon cœur cogne si fort que j'ai l'impression que tout le monde peut l'entendre. Je voudrais disparaître, me fondre dans le sol, devenir invisible. Ce soir, continue-t-il, en ce jour si important pour moi, je me dois d'être honnête. Une autre pause. Il me fixe, ses yeux sont des éclats de glace. Je veux aussi reconnaître ma fille, Amélie. J'ai un instant d'espoir insensé. Une étincelle stupide. Peut-être qu'il va dire quelque chose de gentil. Peut-être que ma tante Hélène, sa sœur, avait raison quand elle me disait qu'au fond, il était fier de moi, même s'il ne savait pas le montrer. L'espoir meurt aussi vite qu'il est né. Il est assassiné en public. Tu es la honte de notre famille. Les mots tombent. Secs. Brutaux. Chaque syllabe est une pierre lancée en plein visage. Le choc est total. Un murmure d'incrédulité parcourt la salle, puis plus rien. Un silence de mort. Je vois le visage horrifié de ma tante Hélène, sa main sur sa bouche. Je vois ma mère, Catherine, qui ferme les yeux, comme pour refuser de voir la scène, se dissociant de la cruauté de son mari. Je vois Julien, qui baisse la tête pour cacher un sourire mauvais, un sourire de victoire. Mais mon père n'a pas fini. Il savoure son pouvoir, son contrôle absolu sur la situation. Il est le metteur en scène de ma destruction. Pendant 11 ans, j'ai attendu. J'ai attendu que tu grandisses, que tu contribues à l'héritage que nous avons bâti. Au lieu de ça, tu perds ton temps à mélanger des jus de fleurs, à jouer à la marchande dans ta petite boutique. Il crache les mots petite boutique avec un dégoût infini, comme si c'était une insulte. Pendant que ton frère construit un véritable avenir, toi, tu joues. Tu es une déception. Une immense déception. Chaque mot est un coup de poignard. Il ne me parle pas. Il s'adresse à son public. Il me sacrifie sur l'autel de sa fierté, pour bien montrer à tous qui est le maître, qui a le pouvoir de créer et de détruire. La honte est une vague brûlante qui me submerge. J'ai envie de pleurer, de crier, de m'enfuir. Je sens les larmes monter, brûlant mes paupières, mais je les ravale. Non. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Je ne pleurerai pas. Pas devant eux. Je le regarde.
Et dans ses yeux, je ne vois pas de la colère spontanée. Je vois de la froideur. Du calcul. Il a planifié ça. Ce n'est pas une explosion de colère, c'est une exécution. Et je suis la condamnée. Mais pourquoi une telle cruauté publique, pourquoi ce besoin de m'anéantir devant tout le monde? Le silence dans la salle était assourdissant. On aurait pu entendre une plume tomber sur la moquette épaisse. 200 paires d'yeux me fixaient, un mélange de pitié embarrassée, de curiosité morbide et de jugement silencieux. J'étais le spectacle de la soirée. Le scandale qui allait alimenter les conversations des dîners mondains pendant des semaines. Mon père se tenait sur l'estrade, triomphant, comme un empereur romain décidant du sort d'un gladiateur d'un simple pouce baissé. Pendant une seconde, j'ai voulu m'effondrer. Disparaître sous la table. Mais alors que je croisais le regard satisfait de mon frère Julien, quelque chose a changé en moi. La honte, la douleur, la tristesse, tout a été balayé par une vague de rage. Une rage pure, froide, et incroyablement lucide. C'était la rage de l'animal blessé qui décide de se battre jusqu'au bout. C'était la rage de 11 années de mépris accumulés, de rêves ridiculisés, de succès ignorés. Lentement, très lentement, je me suis levée. Le bruit de ma chaise raclant le parquet a semblé résonner comme un coup de tonnerre dans le silence de cathédrale. Ma main ne tremblait plus. Ma coupe de champagne était stable. J'ai senti tous les regards sur moi, attendant de voir si j'allais fuir en larmes ou m'évanouir. Ils allaient être déçus. J'ai regardé mon père, droit dans les yeux. Ma voix est sortie, claire et ferme, portant dans toute la salle sans que j'aie besoin de crier. Parfait. Un seul mot. Mais il a eu l'effet d'une détonation. Le visage de mon père a changé. La surprise a remplacé la suffisance. Il ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à des larmes, pas à un défi. Alors efface-moi aussi de ton héritage. C'était une déclaration de guerre. Le choc a été si violent que la coupe de champagne a glissé des doigts de mon père. Elle s'est écrasée sur le marbre de l'estrade dans un bruit de cristal brisé qui a fait sursauter tout le monde. Le son de ma vie qui changeait. Le liquide doré s'est répandu sur le sol blanc comme du sang. Plus personne ne respirait. Mais je n'avais pas fini. La digue avait cédé. 11 ans de silence, de frustration et de paroles ravalées se sont déversés. Tu veux savoir ce que j'ai contribué à cette famille, ai-je continué, ma voix montant en puissance à chaque mot. J'ai contribué mon silence, pendant que tu passais 11 ans à dire à qui voulait l'entendre que j'étais une ratée. J'ai contribué ma présence à chaque dîner de famille où vous m'avez fait comprendre que mon travail ne valait rien. J'ai contribué ma patience, pendant que tu traitais ma carrière comme un hobby que j'aurais dû abandonner depuis longtemps. Je me suis tournée vers les invités, balayant la salle du regard. Ce que cet homme ne vous dit pas, c'est que mes jus de fleurs ont aidé des associations à récolter des fonds pour des enfants malades. Que ma petite boutique a permis à des petites entreprises de se lancer, de créer des emplois. J'ai construit quelque chose à partir de rien. Sans son nom, sans son argent, sans son aide. Et j'en suis fière. Je me suis retournée vers mon père, le défiant du regard. Tu sais quelle est la vraie honte, papa? Ce n'est pas que j'ai choisi l'art plutôt que le béton. La vraie honte, c'est d'avoir un père qui préférerait avoir une fille misérable travaillant dans son entreprise, plutôt qu'une fille heureuse qui réussit par elle-même. La vraie honte, c'est d'essayer de détruire le bonheur de son propre enfant devant tout le monde, juste pour flatter son ego. Julien s'est levé, voulant sans doute jouer les sauveurs ou me faire taire, mais je lui ai lancé un regard si glacial qu'il s'est rassis aussitôt. Ce moment était à moi. J'ai levé ma propre coupe. Alors voici ce qui va se passer. Je vais sortir d'ici la tête haute. Et je vais construire l'entreprise de parfum la plus prospère que cette ville ait jamais connue. Et quand mon nom sera dans les journaux pour les bonnes raisons, souviens-toi de cette soirée. Souviens-toi que tu as eu la chance d'être fier de moi, mais que tu as choisi d'avoir honte. J'ai bu mon champagne d'un trait. J'ai posé le verre sur la table. Un clic sec et définitif. Félicitations pour ta retraite, papa. J'espère qu'elle t'apportera tout ce que tu mérites. Sur ces mots, j'ai tourné les talons et j'ai traversé la salle. La foule s'est écartée devant moi comme la mer Rouge. Personne n'a dit un mot. Personne n'a bougé.
Je suis sorti dans la nuit fraîche, laissant derrière moi les ruines de ma famille. Mais en partant, une question me hantait, avais-je gagné une bataille, ou venais-je de déclencher une guerre que je ne pourrais jamais gagner? Je ne me souviens pas du trajet pour rentrer chez moi. Mon esprit était un brouillard de rage, de douleur et d'adrénaline. Je me suis retrouvée dans mon petit appartement, toujours dans ma robe noire, assise dans la cuisine à 3 heures du matin. Mon téléphone n'arrêtait pas de s'allumer sur la table, vibrant frénétiquement. Des appels de Julien, de ma mère, de ma tante Hélène, d'amis de la famille qui voulaient sans doute leur part du drame. Je les ai tous ignorés. Le silence était mon seul refuge, ma seule armure. L'euphorie de ma rébellion, cette montée d'adrénaline qui m'avait porté, s'estompait lentement, laissant place à un vide glacial dans ma poitrine. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais coupé les ponts. De la manière la plus spectaculaire et la plus publique qui soit. Le lendemain matin, le scandale Dubois serait le sujet de conversation principal de tout Lyon. J'avais peut-être gagné le respect de moi-même, mais j'avais perdu ma famille. Pour de bon, cette fois. Mais le pire était à venir. Je pensais que l'humiliation publique était le fond du gouffre. Je me trompais. Mon père n'était pas du genre à accepter une défaite, encore moins une humiliation publique de la part de sa propre fille. Il n'allait pas se contenter de m'ignorer. Il allait me détruire. La politique de la terre brûlée. Il allait me faire regretter d'être né. Tout a commencé le lundi matin. J'ai reçu un appel de mon principal fournisseur à Grasse, un homme avec qui je travaillais depuis des années, qui m'avait vu débuter. Il était terriblement gêné, sa voix était basse. « Amélie, je suis sincèrement désolée. Je ne peux plus vous fournir. J'ai reçu un appel. On m'a fait comprendre de manière très claire que si je continuais à travailler avec vous, les portes de certains gros contrats de construction se fermeraient pour moi et ma famille. Je n'ai pas eu besoin de demander de qui venait l'appel. Je savais. Mon père utilisait son réseau, son influence, son pouvoir de nuisance, pour m'assécher, pour couper mes vivres à la source. Dans la même journée, 2 autres fournisseurs m'ont lâché, avec des excuses similaires et tout aussi embarrassées. Puis, ce fut le tour des quelques boutiques de Lyon qui vendaient mes créations. L'une après l'autre, elles m'ont appelé pour mettre fin à notre collaboration. Les raisons étaient vagues, changement de stratégie, réduction de l'assortiment. Mais je savais la vérité. Mon père était en train de m'effacer de la carte. Il voulait s'assurer que ma prophétie de succès ne se réalise jamais. Il voulait me voir échouer, ramper, et peut-être, revenir le supplier de me pardonner. En une semaine, j'ai perdu près de la moitié de mes sources d'approvisionnement en matières premières et tous mes points de vente physiques à Lyon. Mon entreprise, mon Anne du parfum, mon bébé, était à genoux. Le téléphone ne sonnait plus pour des commandes, mais pour des annulations. Mon rêve se transformait en cauchemar. J'étais seule, complètement seule. Pendant un instant, assise dans mon petit atelier vide, entourée de flacons qui ne se vendraient plus, j'ai pensé qu'il avait gagné. L'odeur du jasmin et de la rose, qui d'habitude me réconfortait, me semblait maintenant être le parfum de l'échec. J'ai pensé à tout abandonner. Fermer boutique, trouver un travail anonyme, disparaître. La pression était immense, le désespoir total. Je me suis demandé ce que j'aurais dû faire. Aurais-je dû me taire à cette fête? Endurer l'humiliation en silence, comme je l'avais toujours fait? J'aimerais vous poser la question. Si vous aviez été à ma place, confronté à un tel choix, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous choisi la paix familiale au prix de votre dignité, ou la guerre pour défendre qui vous êtes? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse sincèrement. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai regardé le plafond, et j'ai vu le visage triomphant de mon père. J'ai pleuré, pour la première fois. Des larmes de rage et d'impuissance. Mais si vous pensez que c'est la fin de l'histoire, que j'ai baissé les bras, alors vous ne me connaissez pas encore. Car c'est souvent quand on n'a plus rien à perdre que l'on trouve la force de tout reconstruire. Mais comment se battre contre un ennemi si puissant, qui connaît toutes vos faiblesses? Les semaines qui ont suivi ont été les plus sombres de ma vie. Mon compte en banque se vidait à vue d'œil. Le doute s'était installé, un poison lent qui rongeait ma détermination. Chaque jour était une lutte pour ne pas sombrer dans la dépression.
Je passais mes journées à chercher de nouveaux fournisseurs, mais le nom, Dubois, me précédait. Les portes se fermaient avant même que j'aie pu les pousser. Mon père avait bien fait son travail. J'étais devenue une paria dans le milieu. La solitude était la pire. Ma mère ne répondait plus à mes appels. Julien m'avait envoyé un seul message, plein de venin, « Tu l'as bien cherché. J'espère que tu es contente maintenant. » Seule ma tante Hélène, la sœur de mon père, m'appelait régulièrement. Elle était infirmière humanitaire, l'exact opposé de son frère. Elle n'avait pas de pouvoir ni d'argent, mais elle avait un cœur immense. « Tiens bon, ma chérie, me disait-elle. La nuit est toujours plus sombre juste avant l'aube. » Ces paroles étaient un baume sur mes plaies, mais l'aube semblait encore bien loin. Et puis, un soir, alors que j'étais sur le point de tout arrêter, de rendre les clés de mon atelier, une lueur est apparue. Un simple email. Il venait d'une femme nommée Chloé, une blogueuse lifestyle assez connue à Lyon. Elle avait entendu parler de l'incident à la fête, mais aussi des représailles de mon père. Son message était simple et direct, « Ce que votre père a fait est ignoble. Ce que vous faites est magnifique. J'aimerais raconter votre histoire. » Je l'ai rencontrée le lendemain dans un café. Elle était jeune, pleine d'énergie et d'une indignation rafraîchissante. Je lui ai tout raconté. L'histoire de ma passion, les humiliations, la trahison de mon frère, la vengeance de mon père. Je lui ai fait sentir mes créations. Elle a été captivée, non seulement par l'histoire, mais par la qualité de mon travail. Une semaine plus tard, elle a publié un article sur son blog. Le titre était « L'âme du parfum, quand le talent est plus fort que la tyrannie ». Elle n'a pas nommé mon père, mais tout le monde à Lyon a compris. Elle a raconté mon histoire avec une sensibilité incroyable. Elle a décrit mes parfums non pas comme des produits, mais comme des œuvres d'art, des poèmes olfactifs. Elle a parlé de mon courage, de ma résilience. Elle a terminé son article par un appel vibrant, « Soutenons les artisans qui se battent pour leurs rêves contre les empires qui veulent les écraser. » L'article est devenu viral à l'échelle de la ville. Il a été partagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Et soudain, quelque chose a changé. Mon site internet, jusqu'alors silencieux, a commencé à recevoir des commandes. Des petites commandes, venant de gens que je ne connaissais pas. Des femmes, surtout. Elles n'achetaient pas seulement un parfum. Elles achetaient une histoire. Elles soutenaient une cause. Chaque commande était accompagnée d'un petit mot d'encouragement. Ne lâchez rien. Vous êtes une inspiration. Votre histoire m'a touché. Ce n'était pas un raz-de-marée. C'était une douce pluie après une longue sécheresse. Ce n'était pas assez pour me rendre riche, mais c'était assez pour payer mon loyer du mois suivant. C'était assez pour rallumer la flamme de l'espoir. J'ai compris que mon père pouvait contrôler les grandes entreprises, mais il ne pouvait pas contrôler le cœur des gens. J'ai décidé de changer de stratégie. J'ai arrêté de chercher de gros fournisseurs. Je me suis tournée vers de petits producteurs locaux, en Provence, en Auvergne. Des familles qui cultivaient la lavande, la rose, l'iris depuis des générations. Ils n'avaient pas peur de mon père. Ils respectaient mon travail. La qualité de leurs huiles essentielles était encore meilleure, plus pure. Je reconstruisais mon entreprise, non pas sur le pouvoir et l'argent, mais sur l'authenticité et la passion. C'était plus lent, plus difficile. Mais c'était à moi. C'était vrai. J'avais trouvé une nouvelle armée, une armée de gens ordinaires qui croyaient en moi. Mais est-ce que cela serait suffisant pour survivre à long terme? Les 2 années qui ont suivi ont été un marathon. Pas de sprint, pas de victoire éclatante. Juste le travail. Jour après jour. Je me levais avant le soleil et je me couchais bien après minuit. J'étais devenue une femme orchestre. Je créais les parfums, je négociais avec mes petits producteurs, je mettais en flacon, je préparais les colis, je gérais le site internet, je répondais personnellement à chaque client. Mon atelier était devenu ma maison, mon refuge, mon champ de bataille. J'ai mis tout mon cœur, toute mon âme, dans chaque création. Mes parfums n'étaient pas des produits de masse. Ils avaient une histoire. Jardin de ma mère était un hommage aux roses du jardin de mon enfance, un souvenir doux amer d'un temps où l'amour semblait plus simple.
Vent de liberté était un mélange audacieux d'agrumes et de notes marines, inspiré par le soir où j'avais quitté la fête de mon père, par cette bouffée d'air frais après des années d'étouffement. Les clients sentaient cette authenticité. Le bouche à oreille a commencé à fonctionner, d'abord à Lyon, puis dans toute la France. Lentement, mais sûrement. Ma vie personnelle était inexistante. Je n'avais pas le temps pour les amis, encore moins pour l'amour. Jusqu'au jour où Marc est entré dans ma vie. Il était photographe, spécialisé en architecture. L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Un magazine local voulait faire un petit article sur les artisans de la Croix-Rousse et l'avait envoyé pour prendre des photos de mon atelier. Il était différent des hommes que j'avais connus, souvent issus du même milieu que ma famille. Il n'était pas impressionné par les noms de famille ou les comptes en banque. Il était calme, observateur, avec un regard qui semblait voir au-delà des apparences. Il a passé des heures à me regarder travailler, à photographier mes gestes, la lumière filtrant à travers les flacons colorés. Il ne m'a pas posé de questions sur ma famille. Il m'a posé des questions sur mon article. Pourquoi avez-vous choisi d'associer le vétiver à la fleur d'oranger dans cette composition? C'est audacieux. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un voyait mon travail pour ce qu'il était, une forme d'expression, une passion, un savoir-faire. Nous avons commencé à nous voir. Il m'emmenait dans des lieux secrets de Lyon pour les photographier à l'aube. Je lui faisais découvrir le monde des odeurs, lui apprenant à distinguer les différentes facettes d'une matière première. Avec lui, je pouvais être moi-même. Je n'étais pas la fille de Gérard Dubois. J'étais Amélie, la créatrice de parfums. Il a pensé des blessures que j'ignorais avoir, simplement par sa présence bienveillante et son respect silencieux. Notre relation s'est construite lentement, mais chaque jour passé avec Marc me faisait réaliser à quel point j'avais accepté un amour conditionnel toute ma vie. Il m'a aidé à guérir, mais ni lui ni moi ne pouvions prévoir le test que notre relation allait bientôt devoir affronter. Un jour, il m'a montré des photos qu'il avait prises pour un projet. C'était un chantier de Dubois et Fils. Un immeuble de luxe sur les quais de Saône. Mon cœur s'est serré. Le client est ton père, ai-je demandé, ma voix soudainement fragile. Il a hoché la tête, l'air mal à l'aise. Je ne savais pas quand j'ai accepté le contrat. Amélie, c'est juste un travail. Je le savais, mais voir ces images, voir le logo de l'entreprise qui avait essayé de me briser, photographié par l'homme que j'aimais, c'était une épreuve. Ce soir-là, nous avons eu notre première vraie dispute. La peur s'était emparée de moi, une peur irrationnelle et viscérale. Et si mon père essayait de l'utiliser contre moi? Et si Marc devait choisir entre sa carrière et moi? La blessure était encore à vif, la paranoïa jamais très loin. Allait-il comprendre? Ou notre amour naissant allait-il se briser sur les ruines de mon passé familial? Marc n'a pas fui. Il n'a pas essayé de minimiser ma peur. Il a écouté. Et quand j'ai eu fini de vider mon sac, de lui exposer toutes mes craintes irrationnelles, il m'a prise dans ses bras et m'a dit les mots que j'avais besoin d'entendre. Je suis dans ton camp, Amélie. Toujours. Le lendemain, il a appelé le bureau de mon père et a annulé le contrat, prétextant un conflit d'agenda. Il a perdu de l'argent, un contrat important. Mais il a gagné ma confiance. Totalement. J'ai su à ce moment-là que c'était du sérieux. Que j'avais enfin trouvé quelqu'un qui me choisirait, moi, avant tout le reste. Cet acte de loyauté a été comme un déclic. Il a balayé les derniers restes de peur et de doute qui me freinaient. J'ai arrêté de regarder en arrière, d'anticiper les coups bas. Je me suis concentré uniquement sur l'avenir. Et l'avenir s'annonçait prometteur. Le vrai tournant est arrivé de la manière la plus inattendue. Un matin, en triant mes emails, j'en ai découvert un avec pour objet, article pour Vogue Paris. J'ai cru à un spam et j'ai failli le supprimer. Mais non. Une journaliste du plus grand magazine de mode français avait découvert mon site, probablement grâce au bouche à oreille parisien. Elle était intriguée par mon histoire, par mon approche artisanale à une époque dominée par les grands groupes de luxe. Elle est venue à Lyon. Elle a passé 2 jours avec moi. Elle a interviewé mes petits producteurs, mes clients fidèles. Elle a été touchée par mon histoire, mais surtout, elle a été bluffée par la qualité et l'originalité de mes parfums. L'article est paru 1 mois plus tard.
2 pages entières. Avec des photos magnifiques prises par un grand photographe de mode. Le titre était « Amélie Dubois, la rebelle qui réenchante la parfumerie française ». L'impact a été immédiat et fulgurant. C'était comme si une bombe avait explosé dans ma petite vie tranquille. Mon petit site artisanal a été pris d'assaut. Les commandes affluaient de Paris, de New York, de Tokyo. J'ai vendu en une semaine ce que je vendais habituellement en 6 mois. J'étais complètement dépassée, répondant aux emails jusqu'à 4 heures du matin. Puis le téléphone a sonné. C'était l'acheteur des Galeries Lafayette Haussmann. Le temple du luxe parisien. Mademoiselle Dubois, nous lisons l'article de Vogue. Nous sommes très intéressés. Pouvez-vous monter à Paris la semaine prochaine? J'étais terrifiée et excitée. C'était la cour des grands. J'ai passé la semaine à préparer ma présentation, avec l'aide de Marc qui a créé un portfolio magnifique de mes créations. J'y suis allée avec mes petits flacons, mon histoire, et rien d'autre. Je n'avais pas de budget marketing, pas d'équipe de vente. Juste ma passion. Ils ont adoré. Ils ont aimé l'authenticité, l'histoire, la qualité. Ils m'ont proposé un corner exclusif dans leur section « Parfums de niche ». Un contrat de distribution nationale. C'était un rêve qui devenait réalité. Un rêve que mon père avait tout fait pour tuer. En rentrant à Lyon, dans le train, j'ai regardé le contrat posé sur la table. C'était plus qu'un bout de papier. C'était ma victoire. La preuve que j'avais eu raison de me battre, de persévérer. La première chose que j'ai faite a été d'appeler une agence immobilière. J'avais besoin d'un vrai laboratoire, d'un vrai atelier. Et j'ai embauché ma première employée, une jeune chimiste passionnée, tout juste sortie de l'école. En la regardant, avec ses yeux qui brillaient d'enthousiasme, j'ai vu la jeune femme que j'étais 10 ans plus tôt, pleine de rêves et d'incertitudes. L'âme du parfum n'était plus seulement moi. C'était en train de devenir quelque chose de plus grand. Mais alors que je célébrais ma victoire, une pensée ne me quittait pas. Est-ce que mon père avait vu l'article? Et si oui, qu'est-ce qu'un homme comme lui ressentait face au succès de celle qu'il avait voulu anéantir? 3 ans. 3 années s'étaient écoulées depuis la fameuse fête de retraite. 3 années depuis que j'avais vu mon père pour la dernière fois. L'âme du parfum avait prospéré au-delà de mes rêves les plus fous. Nous avions maintenant une équipe de 5 personnes, un bel atelier boutique dans le vieux Lyon qui attirait les touristes et les connaisseurs, et nos créations étaient vendues dans les plus beaux magasins de France et même à l'étranger. J'avais réussi. J'avais une vie que j'aimais, un travail qui me passionnait, et un homme, Marc, qui me soutenait inconditionnellement. Pendant ce temps, des rumeurs commençaient à circuler sur Dubois et Fils Bâtiment. Des rumeurs persistantes, que ma tante Hélène me confirmait à demi-mot lors de nos rares déjeuners. L'entreprise, sous la direction de Julien, semblait avoir perdu son âme. Julien était un excellent avocat, un gestionnaire froid, mais un piètre visionnaire. Il gérait l'entreprise avec la froideur d'un tableur Excel, sans la passion et l'instinct qui avaient fait le succès de mon père et de mon grand-père. L'image de l'entreprise était vieillissante, conservatrice, arrogante. Il perdait des contrats importants face à des concurrents plus jeunes, plus innovants, qui comprenaient mieux les nouvelles attentes du marché en matière de développement durable et d'architecture. L'empire commençait à se fissurer. Je n'en tirais aucune joie. C'était étrange. Une partie de moi aurait dû se réjouir de leurs difficultés, mais je ne ressentais qu'une sorte de tristesse lasse. C'était l'entreprise de ma famille, après tout, le fruit du travail de mon grand-père. Un mardi après-midi, alors que je travaillais sur une nouvelle composition, ma jeune assistante est entrée dans mon laboratoire, l'air nerveux. « Amélie, il y a un monsieur qui demande à vous voir. Il n'a pas de rendez-vous. Il dit qu'il s'appelle Gérard Dubois. » Le monde s'est arrêté. Mon père. Ici, dans mon atelier. Mon sanctuaire. J'ai senti mon cœur s'emballer, un mélange de peur et de colère ancienne. Que voulait-il m'humilier à nouveau, me menacer? J'ai hésité, puis une force tranquille s'est emparée de moi. Je n'étais plus la même femme. J'ai dit: faites-le entrer. Il est entré dans mon laboratoire. L'homme que j'avais en face de moi n'était plus le titan que j'avais connu. Il avait vieilli. Pas seulement de 3 ans. Il avait vieilli de 10 ans. Ses épaules étaient voûtées,
son costume coûteux semblait trop grand pour lui. Il avait l'air fatigué, vaincu. Il a regardé autour de lui, les rangées de flacons, les balances de précision, les murs couverts de formules. Il semblait découvrir un monde dont il ne soupçonnait pas l'existence, un monde de patience et de subtilité. « Bonjour, Amélie », a-t-il dit d'une voix rauque, presque inaudible. « Bonjour », ai-je répondu, ma voix plus froide que je ne l'aurais voulu. Il y a eu un long silence, incroyablement gênant. Il ne savait pas par où commencer. J'ai vu l'article dans Vogue, a-t-il finalement admis. Et les autres? Tu as bien réussi. C'était dit sans chaleur, comme un constat. J'ai travaillé dur, ai-je simplement répondu. Il a hoché la tête, regardant ses chaussures de luxe. L'entreprise? Dubois et Fils, ne va pas bien. Il a eu du mal à prononcer ces mots. C'était un aveu d'échec terrible pour un homme dont la fierté était la seule religion. Julien, il fait de son mieux, mais, nous sommes dépassés. Notre image est désastreuse. Nous avons l'air d'une relique du passé. Il a relevé la tête, et pour la première fois, j'ai vu de la détresse dans ses yeux. Pas de la colère, pas de la fierté. De la pure détresse. Je suis venu te demander de l'aide. J'ai failli éclater de rire. Un rire amer et hystérique. C'était surréaliste. L'homme qui avait tout fait pour me détruire venait me demander de le sauver. De l'aide, quel genre d'aide? Je veux que tu nous aides. Avec ton talent. Pour le marketing, l'image. Pour tout moderniser. Il a fait une pause, puis a ajouté les mots que je n'aurais jamais cru entendre de sa bouche, prononcés dans un souffle. Je suis désolé, Amélie. Pour tout. J'ai eu tort. Le voir là, humble, brisé, me demandant pardon. C'était une victoire totale. Mais une victoire au goût amer. Que devais-je faire, lui claquer la porte au nez, comme il l'avait fait avec moi pendant des années, ou accepter, et prendre le risque de replonger dans l'enfer familial que j'avais mis tant de temps à fuir? J'ai regardé mon père, cet homme qui était à la fois mon bourreau et mon créateur. Le voir si vulnérable, si diminué, a éteint la dernière braise de ma colère. À sa place, il n'y avait plus que de la pitié. Et une opportunité. L'opportunité de clore ce chapitre de ma vie, de tourner la page, mais à mes conditions. Je ne le ferai pas pour toi, ai-je dit calmement, ma voix ne tremblant pas. Je ne le ferai pas pour Julien. Je le ferai pour grand-père. Pour l'homme qui a posé la première brique de cette entreprise avec ses propres mains et qui aurait eu honte de voir ce qu'elle est devenue. Et je le ferai en tant que professionnel. J'ai posé mes conditions, et elles étaient non négociables. L'âme du parfum serait engagée en tant que consultant externe. Nous aurions un contrat en bonne et due forme, avec des honoraires clairs, qui seraient les mêmes que pour n'importe quel autre client de cette envergure. J'aurais une liberté créative totale. Aucune interférence de sa part, ni de celle de Julien. Je rapporterai directement au conseil d'administration, pas à eux. Je serai le seul maître à bord pour ce projet. Il a tout accepté, sans discuter, d'un simple hochement de tête. Il était désespéré. La première réunion a été un cauchemar. Elle a eu lieu dans la grande salle de conférence de Dubois et Fils, la même où mon père m'avait offert un poste 11 ans plus tôt. J'étais assise en face de lui et de Julien. L'atmosphère était électrique, si tendue qu'on aurait pu la couper au couteau. Julien était hostile, sur la défensive. Il voyait mon arrivée comme un désaveu personnel, une humiliation suprême. Je ne vois pas ce qu'un parfumeur peut nous apprendre sur le bâtiment, a-t-il lancé d'un ton sarcastique dès le début de la réunion. Je ne vais pas vous parler de béton, Julien, ai-je rétorqué froidement. Je vais vous parler de désir, d'émotion, d'histoire. Des choses que vous avez oubliées. Une marque, ce n'est pas un logo. C'est une promesse. Et en ce moment, votre promesse est celle d'un monde qui n'existe plus. Travailler avec mon père et mon frère était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Chaque réunion était un champ de mines. Julien critiquait chacune de mes propositions, cherchant la petite bête, essayant de me déstabiliser. Mon père, par habitude, essayait de reprendre le contrôle, de donner son avis sur tout. Mais j'ai tenu bon.
Marc était mon rock durant cette période, me rappelant chaque soir pourquoi je faisais ça. Ce n'était pas seulement pour leur entreprise, mais pour moi. Je devais leur prouver, et me prouver, que je n'étais plus la petite fille qu'ils pouvaient intimider. J'ai fait appel aux meilleurs. J'ai engagé Marc pour toute la partie photographique, un jeune architecte talentueux pour repenser l'identité visuelle des programmes immobiliers, et mon équipe a travaillé d'arrache-pied sur une nouvelle stratégie de communication. L'idée était simple: arrêter de vendre des mètres carrés, et commencer à vendre des lieux de vie. Nous avons mis en avant l'histoire de l'entreprise, l'héritage de mon grand-père, mais en lui donnant un souffle de modernité. Nous avons créé un nouveau logo, un nouveau site web, une nouvelle signature du bois et fil bâtisseur d'histoire. Le jour de la présentation finale au conseil d'administration, la tension était à son comble. Julien était convaincu que nous allions droit dans le mur et n'a pas hésité à le dire. Mon père était silencieux, anxieux. J'ai présenté notre vision pendant 1 heure. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence. Puis, le plus vieux membre du conseil, un ami de mon grand-père, a pris la parole. C'est la première fois depuis 10 ans que je ressens à nouveau l'âme de cette entreprise. C'est audacieux, c'est moderne, mais ça respecte nos racines. Je vote pour. Le projet a été approuvé à l'unanimité. Julien était livide. Mon père, pour la première fois, m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à du respect, peut-être même de l'admiration. Nous avions réussi la première étape. Mais la partie la plus difficile restait à venir, mettre en œuvre cette vision et voir si le marché allait y adhérer. Allions-nous réussir à sauver l'Empire, ou n'avions-nous fait que redécorer un navire en train de couler? La nouvelle stratégie a été un succès retentissant. La campagne de communication a touché sa cible. Les clients, notamment les plus jeunes et les plus fortunés, ont été séduits par cette nouvelle image qui alliait tradition et modernité, luxe et authenticité. Dubois et Fils a recommencé à signer de gros contrats. L'entreprise était sauvée. 4 ans, jour pour jour, après la fête de retraite, je me suis retrouvée à nouveau au château de la Couronne. Mais cette fois, ce n'était pas en tant qu'invitée embarrassante reléguée au fond de la salle. J'étais sur l'estrade, sous les mêmes lustres, recevant le prix de la femme entrepreneur de l'année de la Chambre de commerce de Lyon. Dans la salle, il y avait mon équipe, mes amis, et Marc, mon fiancé, qui me regardait avec des yeux brillants de fierté. Et à une table, il y avait ma famille. Ma mère, qui pleurait doucement, mais cette fois, c'était des larmes de joie. Julien, qui pour la première fois, applaudissait sincèrement, sans une once de jalousie. Et mon père. Après la cérémonie, il est venu me voir. Il n'y avait plus d'arrogance en lui, seulement de l'émotion. Je me suis trompée, Amélie, a-t-il dit, sa voix brisée. Tu n'es pas la honte de cette famille. Tu en es la plus grande fierté. Ces mots, que j'avais si longtemps espérés, n'avaient plus le même poids. Non pas qu'il ne me touchait pas, mais ma valeur ne dépendait plus de son approbation. Je l'avais trouvé en moi-même, dans mon travail, dans l'amour de Marc, dans le respect de mon équipe. Je lui ai souri, et pour la première fois, c'était un sourire sincère, sans amertume. Merci, papa. Ce soir-là, j'ai compris que la plus grande victoire n'était pas d'avoir bâti une entreprise prospère ou d'avoir gagné le respect de mon père. La plus grande victoire était d'avoir trouvé la paix. Parfois, le rejet des personnes qui sont censées vous aimer est le plus grand cadeau qu'elles puissent vous faire. Il vous force à chercher votre propre lumière, à construire votre propre valeur. Il vous libère. Avez-vous déjà dû choisir entre l'approbation de votre famille et être fidèle à vous-même? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si cette histoire a résonné en vous, merci de laisser un « j'aime » et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est normal de décevoir les autres pour ne pas se décevoir soi-même. Merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas, parfois, les moments les plus douloureux de nos vies sont en réalité le début de nos plus grands triomphes.